Langevin. Donc la fonction de Langevin s'écrit de la façon suivante. Elle nous calcule la susceptibilité mu. Elle nous dit simplement que ce mu, c'est kt sur b fois une fonction qui est un petit peu barbare, qui est mu b sur kt. Alors c'est mu fois b, en fait, attention, parce que souvent dans les de bord on note mu indice b. Là c'est bien mu fois b qu'on écrit. Mu b sur kt fois la cotangente hyperbolique de mu fois b sur kt moins 1. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ici, on sait que l'aimantation... Ah, ils vous ont coupé la vue, là. Allô? Voilà, c'est bon. On sait par ailleurs que l'aimantation, c'est n sur v fois mu. D'accord? Donc, c'est ça dont on va se servir maintenant. Et il vous expliquait aussi qu'on a une approximation qui va nous être utile, c'est que cotangente hyperbolique de x pour x petit, c'est quelque chose qui est de l'ordre de x sur 3. Il ne compte pas, c'est bien ça le développement qu'on vous propose. Voilà. Alors c'est cotangente de x, excusez-moi, moins 1 sur x qui vous donne ça. Tend vers x sur 3. Voilà, donc là on a tout. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est de regarder si on peut avoir une aimantation classique. Donc je vous rappelle qu'on a vu deux sources d'aimantation. On a vu le magnétisme de l'Armor, donc le fait que quand vous allez avoir un champ, vous allez avoir une aimantation sur l'axe Z et une susceptibilité. Donc ça, on l'a calculé tout à l'heure, pas la fois d'avant. Donc je vous rappelle qu'on a l'Armor ici, ça vous donne le résultat suivant. L'Armor, on avait xd c'est égal à moins n sur v mu 0 e carré r carré sur 6e. Maintenant, on a Langevin et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible qu'on ait une aimantation classique? D'accord? Donc, je vous laisse essayer de faire ce calcul. Donc, la question, est-ce qu'en faisant la somme des deux, c'est possible que je trouve une aimantation classique? Ok, donc je vous laisse commencer ce calcul. Au paramagnétisme de Langevin, ici, on a la fonction qu'on avait trouvée la dernière fois. Donc, on a la moyenne de mu qui est égale à kt sur mu fois mu b sur kt, cotangente hyperbolique de mu b sur kt moins 1. Alors la première astuce, c'est de voir qu'effectivement, si je factorise ce terme-là, je vais faire apparaître ici un terme kt sur mu b qui est juste l'inverse de celui-là. Donc ça va me permettre d'avoir un cotangente hyperbolique de x moins 1 sur x. Donc ça me donne simplement kt sur mu fois mu b sur kt fois cotangente mu b sur kt moins kt sur mu b. Et donc là, si je regarde ces termes-là, je tombe tout à fait dans le cadre du développement limité qui me donne, c'est-à-dire cotangente hyperbolique de x moins 1 sur x qui tend vers x sur 3 pour x tendant vers 0. Ok. Donc essentiellement, x tendant vers 0, c'est leur kt sur mu b tendant vers 0. D'accord.
Alors, c'est pas complètement trivial parce que ça veut dire quand même que mes deux termes doivent tendre vers zéro. Parce qu'on a une aimantation et une température qui tombe vers zéro. Donc, c'est pas complètement trivial que les deux tendent vers zéro. Alors, si vous faites ça, il me reste un kt sur mu. Les kt vont simplifier. Hein. Les mu vont simplifier. Donc, en fait, vous avez effectivement un mu qui vient d'ici quand on le sort. Et puis, vous avez ici le b, un b qui vient de là. Un kt, alors pourquoi on a 3 les kt? Parce qu'on a un kt ici, un kt ici, un kt ici. Donc ça fait kt au carré. Et puis ici, vous avez un kt en haut, ça vous fait qu'il ne reste plus qu'un seul kt. Et les b, c'est pareil, un b qui vient de là, un b qui vient de là, et un b qui se simplifie en bas. Donc je crois que tout ça, de R, de M, etc., donc c'était ça qu'on avait trouvé. Donc la seule chose, donc vous voyez que là, en fait, la seule différence, c'est qu'elle n'est pas écrite de la même façon. C'est ça la différence. Donc il va falloir qu'on la réécrive de cette façon-là, dans ce langage-là. Je sais qu'on a un mu0 qui apparaît. Là, il y a un mu0, c'est ça? C'est lui? Eh bien, vous obtenez simplement... Ouais. Vous obtenez simplement que le mu, eh ben, il vaut donc ce que j'avais mis en face, un b... il me reste un b fois mu b sur kt fois un tiers. Ça me paraît bizarre comme résultat. Il nous reste finalement mu carré b sur 3 kt quand on a bien tout compté, ce qui n'est pas le cas ici. Fort logique. Donc ça, c'était pour le mu. Alors, si on veut calculer l'aimantation, finalement, c'est assez facile. On sait que l'aimantation, c'est n sur v fois mu. Et on obtient simplement n sur v fois mu carré b sur 3 kt. Voilà. Bon, je crois que tout le monde est arrivé là. Donc c'est parfait. Plus ici, ce qui nous intéresse, c'est de comparer les susceptibilités. C'est ça qui va nous intéresser. Donc pour ça, on va y aller. On va comparer les susceptibilités. Alors celle, on l'avait déjà dans le premier cas. Hein. Ici, on va la calculer. Donc la susceptibilité, on sait comment elle est définie. Ici, c'est dm sur dh. Okay. Alors si je multiplie en haut et en bas par mu, ça me fait mu dm sur mu dh. Et finalement, ça me fait mu dm, pardon. Fait mu dm sur db. Ok. Alors maintenant, il faut regarder ce que ça vaut tout ça. Donc mu dm, c'est mu. Et alors, si vous regardez ce que vaut m, on l'avait vu tout à l'heure. Donc vous avez ici un d sur db. Je vais laisser le m dedans, excusez-moi, je suis en train de vous écrire des bêtises. Donc on regarde ce qu'il y avait dans le m. Donc c'est pas très compliqué, hein, il suffit de regarder tout ce qu'il y avait ici. Ok. Donc vous avez un n sur v qui apparaît. Et puis vous avez l'aimantation qui était ici. Donc vous avez ici un mu carré b sur 3 kt.
Et finalement, vous trouvez que la susceptibilité, c'est simplement n sur v fois 1 tiers de mu carré fois kt. Voilà, donc on a trouvé la susceptibilité pour notre modèle de Langevin. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette susceptibilité est la même ou différente que le diamagnétisme qu'on avait trouvé juste avant. Alors, en fait, il y a simplement tout à l'heure, on l'avait trouvé en fonction. Essentiellement, c'est quand même la même chose. Donc, on va utiliser pour ça le rapport géométrique. Vous aviez 1 tiers. Pardon ? Ah oui, le KT, oui, il doit être en bas, c'est ça ? Ouais, effectivement. Il doit être comme ça, c'est ça ? Attendez. Vous me dites que le KT est au dénominateur, c'est ça ? Ouais, et puis ? Le mu 0 qui apparaît où ? Où ça ? C'est là qu'il manque le mu 0 ? Ouais, si c'est ça. Alors attendez, c'est par là qu'il manque un truc. Alors attendez. C'est mu 0 fois dB. Donc c'est là qu'il manque un mu 0, c'est ça ? C'est là qu'il manque un mu 0, non ? Oui, c'est ça. En gros, il faut juste mettre le 0 au lieu du mu que vous avez mis. Ouais. Là, il y a un mu 0 qui apparaît, c'est ça que vous me dites ? Vous me dites que là, il y a un mu 0. Ouais, c'est un mu 0 partout. C'est là ? D'accord, ok. Et donc là, j'ai un mu 0 à la fin qui apparaît aussi. Il y a un mu 0 là aussi, c'est ça ? Donc, on utilise le rapport gyromagnétique. Et le rapport gyromagnétique, il nous dit que c'est égal à mu sur L et c'est égal à Q sur 2L. Donc L, c'est le moment cinétique. D'accord ? Bon. Vous voyez qu'on avait un mu quelque part. Donc on a mu carré qui est égal à G carré, gamma carré, L carré. Et donc on a que notre susceptibilité est égale à N0, N sur V, pardon. Et puis il nous restait, alors je le remets de tête, KT. Et puis vous avez ici donc un gamma carré L carré. Ouais. Le KT, il devrait être. Et donc là, j'ai un mu 0 qui va apparaître aussi. Bon. Donc une fois qu'on en est là, on a presque fini. On a le gamma carré et le carré. Donc pour aller plus loin, on va simplement utiliser le fait que L,
Donc je vous rappelle que L, c'est le moment cinétique. Donc ça s'écrit simplement P vectoriel R. D'accord? Et donc vous avez que L carré est égal à P carré fois R carré. Ok? Et par ailleurs, vous avez aussi que L carré est égal à Q2 sur 4M carré. Donc on remet tout ça dans notre truc et vous obtenez que la susceptibilité est égale à mu0 n sur v fois 1 tiers de kt. Et c'est là qu'on va commencer à nouveau à remplacer. Vous avez un gamma carré, alors évidemment ici je me suis trompé, c'est gamma ici, fois Q2 sur 4m carré, et puis fois p carré fois r au carré. Ok. 4 et moins 1. Là aussi, c'est 4 et moins 1. Bon. Alors, maintenant, il y a la dernière chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on regarde ce qu'on peut, comment on peut remplacer ce P carré. D'accord? Et le théorème d'équipartition de l'énergie. Lui, il nous dit quoi? Il nous dit que P carré est égal à 2m kt. D'accord? Donc, sachant que P carré égale 2m kt, finalement, je peux écrire la chose suivante. La susceptibilité est égale à mu0 n sur v fois 1 tiers de 1 sur kt, 2 sur 4m carré. Le r carré, il ne bouge pas. Par contre, le p carré, il devient égal à 2m kt. Okay. Alors maintenant, il faut que je regarde ce qui s'en va. Alors évidemment, les kt sont bons. Ok. Et puis vous avez ici les q qui restent, les v qui vont les v qui vont rester. Le n sur v, il reste. Et puis si vous groupez tout ça, vous trouvez qu'il vous reste. Alors les deux se simplifient, il vous reste un 4 et vous faites mu0 n sur v. Ce qui est bizarre, c'est que je ne trouve pas le 6 par contre. Q carré, R carré sur 4m. Et alors je devrais trouver 6m. Alors pour ça, je ne trouve pas 6m. Parce que j'ai oublié un 3 quelque part. Le 3 qui est là. Je me suis trompé. Ah oui, là c'est un 3, excusez-moi. C'est un 3. C'est pour ça que je trouve bien un 6e ici. Et donc, vous en tirez la conclusion suivante. Vous voyez que les deux contributions diamagnétiques et paramagnétiques ont la même amplitude. Donc vous en tirez la conclusion suivante, c'est qu'il n'y a pas de magnétisme classique. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné. Mais si vous prenez un système complètement classique, la composante diamagnétique et la composante para vont exactement se compenser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aimanter un système classique. Donc si vous n'introduisez pas des composantes quantiques comme le spin, si vous n'avez pas de spin quantique, vous ne pouvez pas aimanter un système. Un métal ne pourra jamais s'aimanter. Donc vous n'avez pas de ferromagnétique classique. Vous ne pouvez pas l'expliquer avec de la mécanique classique. Donc un aimant, c'est un objet quantique.
même un aimant, un gros aimant, je dirais, c'est forcément un objet quantique. Pourvu que. Enfin, je vais raconter une connerie, hein, mais on peut avoir des dipôles électriques dans certains composés chimiques, naturellement. Est-ce que le fait qu'on ait un dipôle électrique, ça peut pas imposer un. Non, ça impose pas un magnétisme, mais un champ magnétique autour? Dipôle électrique imposerait un champ magnétique. Ouais, est-ce que ça pourrait le faire en fait, selon la géométrie du truc? Et là, vous faites tourner un courant, c'est ça? Ouais. Ah, mais un courant qui tourne dans une molécule, ça, c'est un truc qui est purement quantique. Ouais. Ouais. Alors, pour la bonne raison, si vous voulez, alors ça existe, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais mesuré il y a quelques années, ce qu'on appelle les courants permanents, c'est-à-dire si vous faites tourner un courant indéfiniment, ça crée un champ, effectivement. Ça, c'est pas classique. Okay. Classiquement, un courant, il va pas tourner comme ça indéfiniment. Donc, non, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous n'introduisez pas un phénomène quantique un petit peu, ben, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'ils ont mis longtemps à expliquer pourquoi on avait l'alimentation spontanée. La deuxième chose qui a toujours beaucoup étonné les gens, mais ça, je les comprends par contre. Mais dès le Moyen-Âge, magnétisme, ça a toujours étonné les gens dès le Moyen-Âge, c'est comment se transmet une force à distance. Vous, ça vous paraît peut-être évident parce que vous vivez avec ça, mais imaginez que vous voyez un aimant, un autre aimant, puis vous avez une action de l'un sur l'autre dans le vide. Ouais, instantané. Ouais, instantané dans le vide. Il n'y a rien entre les deux, et pourtant il y en a un qui tire sur l'autre. Bah, moi, c'est un truc qui me perturbe, oui, personnellement. Il n'y a rien entre les deux, et pourtant il y en a un qui a une action sur l'autre. Ça a toujours perturbé les gens. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est physicien, on a tellement l'habitude de voir ça qu'on se dit c'est une action à distance, machin, etc. Mais quand on réfléchit un peu au problème, c'est quand même balèze, ça. En fait, les gens ont toujours été perturbés par ça, par ces problèmes d'aimants qui ont des actions comme ça à distance. Là, c'est un truc qui est balèze. Et alors, les aimants aussi, alors, ce qui est... Alors, quelles sont les variables de mon problème? Alors, la thermo des supra. Alors, il y a un truc qui est bien. Alors, si, quand même, ouais, je voulais vous dire qu'il y a un truc avant de continuer. C'est que vous avez vu que je fais plein de fautes de calcul au tableau. Alors, c'est chiant pour vous, mais en même temps, c'est bien parce que ça vous oblige à refaire le truc chez vous. En général, à la fin, le résultat est bon quand même. Quand on s'y met à 10, on arrive au bon résultat à la fin. Donc, si vous regardez le TD en vidéo, à la fin, vous avez le bon résultat. Mais le refaire chez vous, ça vous permet de le refaire tranquillement. En général, sur une feuille tout seul, tranquillement, on y arrive au tableau. Comme ça, c'est plus compliqué de le faire avec des journées. C'est un bon exercice pour vous de le faire tranquillement. Alors, la thermo des supra. Alors, en fait, il faut regarder les variables qui sont importantes. Alors, les variables pertinentes dans ce cas-là, vous en avez deux, vous avez T et H. Donc, vous avez la température, puis vous avez le champ. Et à ce moment-là, vous écrivez la fonction de gyps. Alors, je ne sais plus si on met une majuscule ou pas, parce qu'elle a... Bon, bref. Et elle devient simplement moins SDT plus BDH. Alors pourquoi? Parce que H est conjugué à B et S, T c'est la température, hein, c'est pas le temps. Et S est conjugué à la température. Alors par contre... C'est pas DG. C'est pas DG. C'est pas DG. DG2? C'est pas DG. Vous avez pris la géométrie de DG. Ah oui, c'est DG, ouais, pardon. Excusez-moi, oui. Alors, par contre, donc vous avez les variables pertinentes, c'est T et H, et les variables conjuguées, c'est B et S. Alors, donc la différentielle, elle prend cette forme. Alors, l'idée simplement de cet exo, c'est de se dire que ça, c'est écrit de façon générale, d'accord? Et en fait, toute l'astuce de l'exo, c'est de dire que dans la phase supra,
vous avez GS qui est égal à moins S supra dt plus B supra dH, et bien ce terme-là est égal à 0 parce que on est supra. Voilà, en gros c'est ça tout ce qu'on a à savoir. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Parce qu'on est supra BDH, ça vaut 0. Ben B est égal à 0, moins supra. Ah, ok. Ouais. Donc vous avez un saut d'énergie de Gibbs au moment où vous entrez dans la phase supra. Bon voilà, en fait c'est ben, en fait c'est tout ce qu'il y a à savoir parce que essentiellement dans les propriétés thermo c'est celle-là qui c'est la enfin parce que c'est la seule ouais vous avez B égale 0 aussi, vous avez la chaleur spé qui fait un saut aussi donc vous avez... Alors en fait quand vous avez une propriété vous avez vu les transitions de phase en cours, non? Pas encore. Non, vous n'avez pas eu de cours sur les transitions de phase. Hein? En thermo, vous voyez? Ouais, ou de façon générale, non, vous n'avez pas vu. Quand vous avez une transition de phase, vous la détectez. Bon, on a plein de façons de la détecter, mais une des façons de la détecter, c'est que vous avez des discontinuités des fonctions thermodynamiques. Et les fonctions thermodynamiques, c'est. Alors, dit de façon savante, ce qu'on appelle les dérivées premières de l'énergie libre. Donc, en gros, c'est les dérivées premières de l'énergie. Donc, c'est essentiellement. Ici, ça peut être l'aimantation. L'aimantation, c'est ce que vous avez vu. Ça peut être la chaleur spécifique, parce que la chaleur spécifique, c'est l'augmentation de l'énergie par rapport pour la quantité de chaleur que vous mettez dedans. Donc, c'est toutes les dérivées de l'énergie du système. D'accord? Là, c'est la dérivée, quantité d'énergie quand vous mettez du champ, etc. Toutes ces grandeurs-là, elles vont avoir des discontinuités, voire elles vont diverger. Donc, quand vous avez ça, ce qui se passe pour un supra, c'est quand vous passez à la transition, le champ s'annule. Ou il est expulsé, c'est-à-dire que vous avez un diamagnétisme parfait. Vous avez une chaleur spécifique qui va diverger, qui ne va pas diverger, mais qui va montrer une grande singularité. Donc ça, c'est les signatures de la transition. Par contre, le transport n'est pas une propriété thermodynamique, parce que vous n'êtes pas à l'équilibre quand vous faites du transport. Les propriétés thermodynamiques sont des propriétés à l'équilibre. Donc, c'est les dérivés de l'énergie. Le transport, vous mettez une tension, vous n'êtes plus à l'équilibre. D'accord. Donc la résistance, effectivement, va tomber à 0, mais ça n'est pas forcément une signature de thermodynamique d'une transition de phase, parce que vous n'êtes pas à l'équilibre. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la signature des transitions sur les propriétés thermiques. C'est pour ça qu'en fait, il le fait de la façon la plus simple qu'il y a, c'est qu'il dit, voilà, on va prendre la partie supra, la partie non supra, et on va approcher de la ligne de transition, et on va dire, à la ligne de transition, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est comme ça qu'il va obtenir un certain nombre de résultats sur ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est un truc, alors bon, Thierry, c'est sa spécialité un petit peu, ce genre de choses, donc pour ça, il connaît ça très très bien. Voilà, alors, dans la phase normale, vous avez le G normal qui vaut, alors moi j'ai écrit toujours la même chose, c'est moins S normal dt plus B normal fois dH, que je peux écrire moins S normal dt, et puis je peux écrire que ça, c'est mu0 H dH. J'ai toujours le droit de le faire, parce que B égale mu0H. Dans un système normal, je suis toujours le droit d'écrire ça.
Alors, à la transition, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à la transition, j'arrive des deux côtés de ma transition, par le côté normal et par le côté supra. Eh bien, à la transition, les deux vont être égaux. D'accord? Donc à la transition, je vais avoir que moins S supra dt est égal à moins S normal dt plus mu 0 h dh. D'accord. Voilà. C'est forcément deux entropies différentes. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut pas être S supra égale S normal. Ah ben non, parce que vous avez forcément un terme en plus d'un côté. Voilà, c'est ça. Vous avez forcément le terme machin. En fait, justement, c'est ce terme-là qui fait la différence. Alors, quand vous passez la transition, c'est ce terme-là qui va être relâché, si vous voulez. Mais parce que du coup, on pourrait imaginer que les entropies c'est les mêmes, mais que juste le terme il converge zéro quand on arrive à la température. Ah, mais si vous n'avez pas de chance, c'est le cas. Ouais. Vous n'avez pas de chance, c'est le cas. C'est-à-dire Hum. C'est-à-dire que l'entropie, elle n'est pas continue. Elle va changer d'un coup. Ah, si vous avez un champ, ouais, vous avez un saut d'entropie. Tout à fait. Ben, en fait, si vous voulez, je pense que comment on peut voir ça, je pense que si, je pense que vous diminuez le nombre d'états accessibles au système en mettant la chance. C'est pour ça que l'entropie est plus petite. Moi, je le vois comme ça. Le champ va vous réduire l'espace des phases qui est accessible au système. Bon, ben voilà, donc on a fait notre première partie. Alors, la chaleur latente, qu'on appelle L, donc ça c'était la première partie. La chaleur latente, qu'on appelle L de T, ben L, par définition, c'est la température fois ce fameux saut d'entropie. Et si vous regardez ce que ça fait simplement un terme en T. Bon, celui-là, on n'y peut rien. Mais si vous regardez ce que vaut delta S, vous pouvez le regarder simplement ici. Hein. Delta S, c'est Sn moins Ss. Et vous regardez ce qui vous reste ici en delta H. Vous faites passer le dt en dessous. D'accord. Et vous faites apparaître que la chaleur latente est égale à T fois mu 0 H dH sur dt. D'accord? Alors, donc,
Maintenant, vous m'avez l'air songeur. Ouais, j'étais en train de regarder. Je me demandais ce que c'était comme quantité, parce que c'est pas homogène à une énergie. La charlatante, TDS, c'est homogène à une énergie. Ouais. H égale Q sur T, ouais. Ouais, mais justement, dans l'expression qu'on a là, avec le mu0 H et H de Q, c'est pour ça que. Alors, on peut regarder. Bon, alors on va regarder. Alors, d'ici, vous avez T, vous avez T. Donc, on oublie le T, d'accord? Ouais. Donc, ça fait H fois mu0H. mu0H, c'est homogène à quoi déjà? C'est homogène à un champ, ouais. Ouais, c'est un champ. C'est en Tesla. Il est en Tesla. Tesla, c'est homogène à des ampères par mètre, non? Ouais. Et c'est les ampères par mètre, c'est les ampères carrés par mètre moins 2 fois mu0. Donc mu0, c'est quoi la dimension de mu0? Je vais la chercher. Bon, donc on dit que ça c'est bien homogène à une énergie. Si mademoiselle est d'accord au fond, on va dire qu'elle a raison. Alors, maintenant, on va dire qu'on introduit une forme pour le H de T. Alors honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette forme. Je pense que c'est celle qui doit correspondre. Alors, je pense qu'à posteriori, ils ont des raisons. Hein, mais disons que je pense que ça reproduit à peu près celle des supras les plus simples. C'est une forme qui est vaguement une bosse comme ça. Ça doit correspondre à peu près à ce qu'il y a de plus simple. Alors, la forme qu'il propose, c'est pour HC, propose que HC est égal à H0 facteur de 1 moins T sur TC au carré. Moins, ça embête à dériver ça, je sais pas. Donc vous avez simplement que D de HC sur DT est égal à moins 2T sur TC carré. Faut oublier le TC carré qui est dessous. Ben, je crois que c'est tout avec un H0 quand même. Est-ce que c'est juste ça? Ça m'a l'air. Ça a l'air bon. Non, c'est par rapport à la température. Bon, alors on va réinjecter tout ça là-dedans, hein, c'est pas très sorcier. Donc vous avez L de T. Vous avez L de T. Qui est égal à T mu0 H dH sur dt. Ça devient simplement T mu0 H0 1 moins T sur TC au carré moins 2T sur TC carré H0. Alors ça, si on le remet, ça nous fait moins 2. J'ai un T devant, si je m'abuse, ouais. Moins 2T carré, ouais. Ah, c'est un T qui est devant, c'est ça. Ouais. Ça vous fait T sur TC au carré
C'est un C, là. Au carré, H0 au carré. Et puis ce bazar qu'il y a devant, hein, c'est ça. C'est ça? Ouais, ça m'a l'air juste, ça. Ouais, je crois que c'est juste ça. Bon, et alors si vous tracez ça, vous apercevez que ça fait 0 en 0. Ça, c'est logique. Et puis ça fait 0 en t égale tc. Ce qui est logique aussi. D'accord? Donc la chaleur latente en TC, bah TC c'est 0 puisque vous êtes à TC. Et puis vous avez un max entre les deux. D'accord. Donc vous avez en gros un truc qui fait une sorte de parabole comme ça. Ça c'est L de T. Voilà. C'est bon? Bon, ben je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Personne n'a récupéré mon stylo la semaine dernière en fait. Quelqu'un a braqué mon stylet.